Eh ben, là c'était la chute du mur. Je crois que dans la vie, il faut faire chuter plein de murs hein, pour y parvenir, pour y arriver. Parfois, il faut être pionnier, et il avait osé l'être à l'époque. Docteur Sadar Boudaïa, quand il avait osé, bien sûr, la transplantation pulmonaire. Et ça avait fait du bruit. Et c'était une première, et il faut oser faire des premières. Même si parfois, il faut se faire violencer, la violence. On va l'inviter tout de suite pour nous parler de son expérience et nous parler de sa manière à se sublimer. Docteur Sadar Boudaïa. Sportif aussi, hein. Bonjour. Bonjour. Je vais vous parler de 3 expériences personnelles. Avant ça, je tiens à remercier le comité d'organisation de cette manifestation et particulièrement mon collègue Mohamed Zarami pour m'avoir mis dans cette situation de stress extrême. On revient au numéro 1. Alors, j'étais étudiant, et puis parmi les stages qu'on doit faire, c'est le stage d'hématologie. C'était un stage à l'hôpital Aziza Afmena, et puis ça m'a marqué beaucoup, parce qu'on voyait plus de patients qui mouraient que de patients qui sortaient vivants ou guéris de l'hôpital. Ça m'a tellement marqué que j'ai essayé de voir qu'est-ce qui entraînait ça et qu'est-ce que je pouvais faire. En fait, il y avait un manque très important en produits sanguins, très important en plaquettes, en globules rouges, etc. Donc je me suis dit, allez, je vais essayer d'aider mon proche, et puis je suis allé donner mon sang. Voilà, j'étais très content, très fier. C'est bien, j'ai continué, j'étais bien convaincu par cette cause. Et puis, petit à petit, on a vu que j'étais un donneur régulier. Alors, on m'a proposé de faire un don de plaquettes. C'est un don un peu plus compliqué, qui prend un peu plus de temps. Mais j'ai accepté et je suis resté donc donneur régulier. Et après, on m'appelle un jour du Centre national de transfusion sanguine, la Banque du sang, la coupole, pour me dire, voilà, on veut constituer une association pour promouvoir le don du sang. Convaincu toujours par la cause, et je suis venu, on a constitué cette association. J'étais à cette époque résident, et j'étais résident en chirurgie thoracique. Donc vous imaginez, un résident en chirurgie thoracique, c'est quelqu'un qui réside à l'hôpital, au vrai sens du terme. Et pour donner du temps à l'association, d'abord pour la créer, c'était en 2002, puis pour travailler, pour faire les activités de l'association, c'était pas évident, mais j'ai essayé de faire le maximum, et ça a entraîné beaucoup d'acrobatie dans mon emploi du temps, mais bon. Et après, on a agi, on a essayé de travailler et de faire des manifestations pour promouvoir le don du sang. Et malheureusement, on a été confronté à une situation catastrophique qui est l'égoïsme, entre guillemets, de la personne saine. C'est-à-dire, quand on est en bonne santé, on ne regarde pas ailleurs, on n'imagine pas qu'on devient un jour malade, et on ne pense pas à autrui. Et vraiment, les donneurs de sang en Tunisie, c'est très rare. Alors, voilà, c'était une situation très difficile, où on était confronté à un refus, et jusqu'à maintenant je suis le président de cette association, et on est toujours confronté à ce refus, à ce manque de produits sanguins en Tunisie. Et c'est sûr que pour ceux qui font médecine, vous avez vu cette situation aux hôpitaux tunisiens.
Voilà, c'était la première histoire. Alors, la deuxième histoire, toujours parlant de médecine, j'ai fait mon cursus de résidanat, et puis je suis allé en France pour compléter ce cursus. En Tunisie, on a un seul service de chirurgie thoracique, donc il faut bien voir d'autres expériences, enrichir ses connaissances pour pouvoir bien pratiquer cette spécialité. Et j'ai commencé à travailler, c'était bien, c'était enrichissant, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, un jour, mon chef de service ici, en Tunisie, me contacte pour me dire Cédric, tu devrais apprendre à faire la transplantation pulmonaire. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Nous sommes un pays du tiers-monde, où on voit le développement, et puis c'est une intervention qui coûte énormément cher, qui n'est faite que dans des pays riches, où tout est bien organisé, qui ont les moyens, etc. Ça ne me semblait pas très logique. Et puis en y pensant un peu plus sérieusement, je me suis dit, allez, je vais le faire. Après tout, je suis un étudiant tunisien qui est parti grâce aux deniers de l'État, qui a appris beaucoup de choses à la faculté de Tunis, au lycée tunisien, etc. Donc, je me dois cette responsabilité d'apprendre la transplantation. Au moins, il y aura un chirurgien tunisien qui a fait ça. Alors, j'ai cherché un service où on fait ça bien. J'ai trouvé l'hôpital Foch. L'hôpital Foch, c'est à côté de Paris. C'est un centre où il fallait d'abord faire un entretien d'embauche. On m'a accepté. Et puis, on m'a offert une chambre à l'hôpital. C'était excellent parce que avant j'étais aussi, je résidais à l'hôpital et je n'avais pas les tracas du transport et je n'avais pas à dépenser beaucoup d'argent. C'était génial. Je pourrais acheter après, en rentrant en Tunisie, une très belle voiture et économiser de l'argent. Excellent. Mais, ya khaybat al-mas'a, le premier jour à l'hôpital Foch, plutôt dans ma chambre, en fait c'était pas une chambre, c'était une cellule qui faisait 3 mètres sur 1,5 mètre. Je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas louer en ce moment un autre logement. Et puis, déception encore, dans le service où j'allais travailler, l'activité était très réduite. Et moi qui suis allé en France pour apprendre mon métier, c'était pas ça. Et puis, la transplantation ne venait pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est un problème de hasard. Mais il n'y avait pas de transplantation. Donc j'étais dans une prison, loin de Paris, à ne rien apprendre, et surtout à ne pas atteindre l'objectif primordial qui était faire de la transplantation. Avec le temps, il fallait bien qu'on nous appelle un jour pour une transplantation. Alors je suis allé, d'abord j'ai juste participé en voyant, j'ai participé par les yeux, et puis après j'ai mis la main dans la pâte, on a sympathisé avec l'équipe des chirurgiens là-bas. Passez la suivante. Voilà. Et en particulier avec Pierre Bonnet, qui était le chirurgien le plus vieux en transplantation là-bas, et qui m'a très bien accueilli, qui m'a appris le métier, qui m'a montré comment faire ça. Et récupérer le greffon pour faire le prélèvement justement sur mort encéphalique. On pouvait faire ça sur l'île de France, à Paris, là où j'étais, ou très à distance. Et comme vous le savez, donc, il faut que le greffon soit acheminé au receveur dans les heures qui suivent le prélèvement. On a utilisé des jets privés, c'était génial. J'ai appris la transplantation, très bien.
je suis rentré en Tunisie, très chaud, très content. سرقت الصنعة بالفرنسيس جاي لتونس إلى الوطن. Et il fallait donc installer ce programme de transplantation. Là, j'ai trouvé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce qu'on a une administration qui est catastrophique, parce qu'on a des gens qui ne veulent pas changer le quotidien. Et puis, il y a un autre problème, c'est que, comment dire ça, je faisais jeune. En fait, quand j'allais dans une administration, on ne me prenait pas au sérieux. D'ailleurs, quand je viens à la fac là, pour enseigner, je me mets sur un des bancs de l'amphi. Les étudiants entrent en salle et me demandent le prof est là ou pas encore. C'est qui le prof? Alors je leur dis c'est quelqu'un, voilà, c'est le docteur Boudaya. Et il est comment? Moyen. Et ils acceptent tout ça. C'était sympathique, mais pour régler des problèmes un peu plus sérieux, quand on est responsable de quelque chose, ça devient difficile. C'était même difficile jusqu'au point où parfois je demandais à mon chef de service de m'accompagner dans les réunions, juste pour que je sois crédible. Et donc finalement, on a monté ce programme, qui est un programme très lourd, qui nécessite beaucoup de travail. Et en septembre 2009, on a commencé à faire des réunions pour recueillir les candidats. Alors la première réunion, il y a eu tous les professeurs de l'hôpital, tous les agrégés ou presque, beaucoup d'assistants, la salle était comble, génial, tout le monde était motivé. La deuxième réunion, il y avait quelques professeurs, quelques agrégés et puis des assistants. La troisième réunion, encore moins. Et puis, au fil du temps, donc là c'est la période septembre 2009, puis 2010, et au fil du temps, tout s'est effrité et on n'a pas senti de mobilisation des gens, d'autant plus qu'on n'avait pas de greffons. Et avec le temps, arrive le 17 décembre 2010, puis le 14 janvier 2011, on demande à Ben Ali de partir, il part. Tout simplement. Et puis, le 15 janvier 2011, j'étais de garde à domicile, j'étais d'astreinte. C'était moi le chirurgien qui était responsable du service et qui devait régler le problème des urgences en cas d'urgence. On m'appelle à 21h pour me dire, voilà, on a un jeune dans le service, âgé de 26 ans, qui est blessé par balle et qui saigne. Le saignement ne s'arrête pas, on va le perdre. Bon, sur le coup, motivé comme d'habitude, je sors de mon domicile, je prends la voiture, et là je réalise, en sortant du quartier, et en voyant les rues vides, et en voyant donc les militaires, que je suis en train de sortir de mon domicile dans le couvre-feu pour aller opérer un patient. Alors j'y vais, je rencontre le premier barrage. Qu'est-ce que tu fais? Je suis médecin, j'étais en blouse. Oui, allez-y, vous ne m'accompagnez pas. Non, on a des directives de rester en place. Voilà. Donc j'y vais, je suis les consignes de la radio. Il faut aller à 40 km/h, mettre les feux de détresse. Je le fais. Et puis après,
je rencontre des barrages, en fait des faux barrages à l'Ariana, à côté de mon hôpital. Et là, j'ai des agressions derrière la voiture, devant la voiture, et je ne sais pas quoi faire. Finalement, je décide de foncer dans le tas. C'est ou faire ça, ou mourir sur place. Il y avait des cocktails Molotov, il y a des pierres partout, il y a des gens armés de bâtons. Alors j'y vais. J'y vais et finalement j'arrive à l'hôpital quand même. Sur les jantes, mais j'y arrive. Sain et sauf, pas ma voiture. La voiture pour laquelle j'ai travaillé dur en France et qui m'a coûté très cher. Alors, mais c'est une voiture robuste, heureusement. Donc moi j'ai gagné ça. Et j'opère le patient dans des conditions catastrophiques. J'étais sur une chaise, je faisais des pauses, je tremblais de partout, mais il fallait faire ça, je suis venu pour ça, je le fais. Alors c'est bien, c'est excellent même, mais le problème c'est que après, psychologiquement, j'ai senti le traumatisme. C'était très dur, encore plus dur quand j'apprends que les assurances ne payent pas la voiture, la réparation de la voiture, ce qui m'a coûté le salaire d'une année. Donc c'était pas génial, c'était encore une déception comme mon association. Et puis quand je me trouve dans une situation pareille, je me demande, comme beaucoup de monde me le dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu perds ton temps à faire de l'associatif inefficace? Pourquoi tu es venu opérer un patient alors que c'était le couvre-feu, tu étais couvert légalement? Pourquoi tu fais de la transplantation? Mais c'est pas pour nous ça. Nous sommes en Tunisie, eux ils font de la transplantation. Eh ben non. Il faut tenir bon, il faut résister. Quand on est convaincu d'une idée, il faut aller de l'avant. Et il faut laisser quand même le temps agir pour pouvoir s'en sortir. Suivante. Alors, justement, pour le patient que j'ai opéré, c'était un footballeur, je ne savais pas comment on m'a appelé, c'était un footballeur et j'ai pas eu le remboursement des frais de la voiture, mais quand même, ce footballeur va se marier, il marque des buts maintenant, après l'accident, avant il n'en marquait pas. Et puis sa vie est retournée à la normale, je suis très content de ça, et ça en lui-même c'est une belle récompense. Pour l'association, c'est vrai qu'on n'a pas changé la mentalité des Tunisiens, mais l'association avance. Maintenant on travaille, on dépasse les limites du Grand Tunis, on travaille dans des régions. Il y a des gens qui nous accueillent. La semaine dernière, on a fait une collecte pendant un jour, on a collecté 100 poches de sang, impressionnant. Et puis, maintenant, on a fait un partenariat avec le centre militaire de transfusion sanguine. Donc les militaires, vous savez qu'ils n'ont pas le droit de travailler dans la société civile. Eh bien, avec nous, on a eu l'accord exclusif du ministre de l'armée de faire sortir ces équipes pour travailler partout en Tunisie. Génial. Et puis, il nous reste la troisième histoire. Le 4 avril 2013, on nous appelle à 14 h pour nous dire, voilà, il y a une mort encéphalique. Est-ce que vous prenez les poumons? Un programme qui a été délaissé depuis des mois, voire des années, et on se demande qu'est-ce qu'on fait.
Finalement, on prend notre courage à deux mains et puis on décide de le faire. Et l'intervention, le prélèvement se passe bien. Et puis l'intervention se passe très bien. Et le greffon, comme vous le voyez sur le petit cliché du bas, il marche à 100% dès le début. Excellent. Et comme ça, on a pu donc réaliser un rêve, quelque chose qui ne se fait ni en Tunisie, ni au Maghreb, ni dans le monde arabe par des compétences arabes. Donc c'était une première et nous sommes très fiers. Alors, sur le cliché du haut à droite, vous voyez l'équipe, le personnel du service. La transplantation, c'est un truc très lourd qui nécessite la participation de tout le monde. Et là, c'est une photo qui a été prise à 3 h du matin. C'est le personnel du service, du service qui attendait la descente du patient du bloc opératoire. On n'a jamais vu le personnel se réunir avec autant de nombre à une heure aussi tardive. Voilà. Donnez votre sang et merci.